c'est quelque chose qui attire vraiment les touristes. On appelle Medellín la Il y a un ville. coût de la vie qui est, à mon sens, à peu près Normalement, les quartiers les plus recherchés par les touristes et pour les investisseurs, et c'est les quartiers les dernières 80 ans, on a eu les top. Bonjour Juliana. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du marché de l'immobilier en Colombie et plus particulièrement à Medellín. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Juliana. Je suis colombienne, mais j'ai vécu pendant 5 ans en Europe, donc 3 ans en France, 2 ans en Espagne. Et depuis 2 ans, je suis retournée dans ma ville natale pour travailler dans le monde immobilier. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous dire un peu sur les différences culturelles qu'il peut y avoir entre Anecdote. ou les différences tout court, je sais pas, sur la Oui, météo bien peut-être sûr. déjà. Oui, la météo, Je c'est sais un pas. sujet vraiment Surtout que différent. t'as vécu en Bretagne, il me semble, c'est ça? Oui, Ouais. Bretagne, un peu beaucoup de pluie des fois, mais oui, c'était une incroyable expérience. Et une autre, plus qu'une anecdote, moi je dirais que c'est un sujet qui me manque beaucoup de la France, et c'est la gastronomie. Oh mon Dieu, c'est vraiment pour vous, c'est un rituel. Manger, avoir l'apéro, premier plat, deuxième plat, entrée, dessert, ça me manque vraiment, et c'est quelque chose que je me souviens vraiment Ok. de votre pays. Ouais. Et est-ce que tu sous-entends qu'on mange mal en Colombie ou pas? Pardon? Est-ce que tu sous-entends qu'on mange mal en Colombie ou? J'ai déjà entendu quelques commentaires comme ça. C'est pas le même niveau gastronomique. On a aussi des choses intéressantes et particulières, mais c'est pas comparable, je pense, avec la France. Je pense en Colombie, on a quand même plein de sortes de fruits. Oui, Je crois une centaine enfin, il y a quelqu'un un guide qui a dit plus d'une centaine de variétés de fruits. ça Et- c'est vrai. et moi- Fruits, légumes, vraiment des choses exotiques. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans la enfin, France, par moi, j'ai exemple. découvert des fruits ici, quoi. Exotiques. Exotiques, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Medellín et sur qu'est-ce qu'attire un peu les investisseurs finalement à Medellín? Oui, donc dans la même ligne que je viens de dire, donc par exemple la météo, c'est quelque chose qui attire vraiment les touristes. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, on appelle Medellín la ville du printemps éternel. Donc voilà, là on a un très bel exemple. Soleil, c'est pas humide, c'est pas très chaud, c'est vraiment agréable. Je pense qu'un autre point, c'est les coûts de la vie. Comparé avec des pays comme les États-Unis ou dans différents pays en Europe, je pense qu'en Colombie, les coûts et comparé avec la qualité des vie, c'est vraiment bien. Mm. Et nous pouvons vivre bien avec pas beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui attire beaucoup les touristes, les étrangers. Aussi, la vie sociale, les options dans la ville. Donc, on a beaucoup d'expériences à partager, donc des cours de langue, des cours de danse, de cuisine. Il y a beaucoup d'échanges culturels. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour les étrangers. Ça fait. Là, sur le plan de la météo, je valide puisque globalement, j'ai encore jamais mis de pull depuis un mois, bien sûrement. Peut-être la nuit. Même pas. Enfin, en tout cas pour moi, je sais pas, même la nuit, j'ai pas mis. Et dans mon logement où je vis actuellement, j'ai pas de chauffage. J'ai pas de chauffage, j'ai pas de climatisation. Je sais pas si c'est partout pareil ou pas, mais il y a peut-être parfois. Oui, on a quelques moments dans l'année où il fait peut-être plus chaud. Et au niveau de la location, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui demandent de la clim.
parce que ils sont juste habitués à être dans un endroit bien fraîche. Donc peut-être c'est un point à considérer si quelqu'un fait un investissement dans le pays. Mais franchement, c'est fraîche. C'est la météo est bien et c'est pas comme d'autres endroits ou d'autres villes dans le pays, par exemple Carthagène ou Santa Marta, où on sent beaucoup plus la chaleur. Tout à fait. Ouais. Exact. Et après, c'est vrai que sur le coût de la vie, je valide aussi, puisque surtout qu'en plus, Medellín, c'est quand même une ville qui est avec l'agglomération. J'ai vu que c'est 4 millions d'habitants grossièrement. Si on compare à la France, la ville de Lyon, par exemple, c'est à peu près 2 millions d'habitants avec l'agglomération. Donc c'est quand même 2 fois plus grand que la ville de Lyon, qui est quand même une grande ville française. Et pour autant, on a un coût de la vie qui est, à mon sens, à peu près 2 fois moins cher qu'en France. Si on exclut le prix du logement, parce que le prix du logement, il dépend souvent de où est-ce que t'habites, du niveau de luxe, de la grandeur du logement, etc. Mais je pense qu'on est à peu près 2 fois moins cher que la France. Donc, c'est quand même un critère intéressant. Bien sûr. Je pense aussi côté dynamisme. Donc la ville est vraiment dynamique et diverse et c'est une porte ouverte pour les nomades digitales, pour des couples ou des petits groupes qui souhaitent avoir des aventures, explorer des nouveaux endroits. Par exemple, avec les États-Unis, il y a un point très clair, et c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Donc, ça permet beaucoup de gens venir travailler de manière digitale et quand même avoir les mêmes temps dans les travails. Comparé avec l'Europe, oui, on a un décalage horaire plus important, 6-7 heures, ça dépend du moment de l'année. Mais pareil, c'est les dynamismes de la ville, la météo, la gentillesse des gens. Je pense que c'est les atouts qui attirent les touristes et les étrangers venir dans le pays. Tout à fait. Là, le décalage horaire, c'est à peu près 6-7 heures. Ça veut dire que en Colombie, il est 14 heures et en France, il est 20 heures grossièrement. Donc, dans certains métiers, ça peut être avantageux. Oui. Mais bon, pas forcément dans tous, effectivement. Et après, c'est vrai que sur le dynamisme, alors moi j'aime bien danser la salsa et la bachata, donc pour moi ici, c'est un peu le paradis. Parfait. Grossièrement, on peut faire ça tous les soirs ici. Oui. Et après, c'est vrai qu'il y a comme c'est assez dynamique, et il y a pas mal d'expatriés aussi. Si ça te permet de rencontrer aussi d'autres personnes et tout ça. Et c'est vrai que pour ce type de personnes-là, c'est quand même assez intéressant. Et donc, c'est ce qui fait que grossièrement, il y a quand même une demande en termes immobiliers qui peut être, à mon sens, assez intéressant, avec des gens en plus qui ont un pouvoir d'achat et qui demandent un certain niveau de confort quand même, et qui ont un pouvoir d'achat qui ont les moyens de payer quelque chose. Et donc voilà quoi. Et donc après, je sais pas si tu peux nous dire aussi un petit peu plus par rapport à l'ensemble des quartiers de Medellín, lesquels sont les plus adaptés, par exemple, aux expatriés, aux touristes, lesquels sont plus adaptés aux locaux, etc. Nous dire un petit peu les dynamiques de tout ça. Bien sûr. Donc, je pense pour aider à visualiser mieux les quartiers, on aura une petite image ici dans l'écran. Donc, normalement, les quartiers les plus recherchés par les touristes et pour les investisseurs, c'est les quartiers de Poblado et Laureles. Donc, on va dire c'est pas loin du centre de Medellín. En plus de là, on a aussi un quartier qui s'appelle Belén, c'est pas loin de Laureles, et c'est vraiment un endroit qui est en train de monter, de grandir, et grâce à la localisation, ça devient vraiment intéressant aussi. Il faut tenir en compte que si bien c'est les deux quartiers principaux dans la ville pour ces sujets, c'est là où le prix par mètre carré est plus élevé et plus important. Mais on a aussi d'autres quartiers plus au sud de la ville, donc par exemple Sabaneta ou Envigado, où le prix par mètre carré est plus bas. Et c'est aussi des quartiers dynamiques, c'est super bien situé, on va dire dans la ligne du
métro. Donc, à Medellín, on a un métro, un très, très excellent moyen de transport. Donc, par exemple, de la station Poblado à Envigado, il y a juste 3-4 stations. Donc, c'est pas loin non plus. C'est vraiment, voilà, les endroits ou les quartiers qui sont les plus importants dans la ville. Un métro avec plusieurs lignes, je précise. Oui. Ah, parce que des fois, il peut y avoir quelques lignes, mais là, c'est pas le Et cas. c'est les seuls métros du pays. Ouais, exactement. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Tout à fait. Hein. Et il prévoit de construire d'autres lignes, il me semble. Oui, on a 2 lignes principales, A et B, que c'est vraiment ça traverse toute la ville. Mais après, on a d'autres petites lignes qui Oriente, Occidente. On a aussi le téléphérique. Les tranvías. Bon, il y a aussi tout un système de transport intégré qui est bien très bien fait, moi, je pense. Très bien, ça marche. Ok. Et après, je pense qu'il y a un sujet aussi qui peut être intéressant de parler parce que je pense que dans la tête des gens, c'est assez présent. C'est le niveau de sécurité. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Je serais intéressé par ton point de vue à toi sur la sécurité en tant que femme en plus. Bien sûr. Je pense que c'est un sujet important qui inquiète beaucoup de gens, surtout des gens étrangers, bien sûr. Donc, il faut pas cacher l'histoire que la Colombie et que Medellín a eu dans le temps. C'est vrai, ça fait partie de notre passé, mais actuellement, c'est une ville qui est en train de marcher dans les sujets d'innovation, de technologie, une dynamique internationale assez intéressante. Donc, franchement, moi, comme je vous ai dit tout au début, j'ai eu l'opportunité de vivre dans d'autres pays en Europe et en Amérique latine. Et franchement, je sens que le niveau de sécurité, les sujets de sécurité a amélioré énormément. Même, je sais pas si on peut laisser un petit lien en bas de la vidéo avec les news ou une nouvelle qui est sortie cette année, je crois que c'était en mois de janvier. Et depuis dans les dernières 80 ans, on a eu les taux des homicidios, les taux d'homicide les plus bas qu'on n'a pas eu dans les dernières années. Donc, en gros, c'est pour dire que actuellement, je sens que la ville, si bien on a un passé réel et que c'est important de connaître des savoirs, actuellement, la dynamique, c'est vraiment différent. C'est une ville sécurisée, c'est une ville où on peut se sentir bien en sortant dans la nuit. Bien sûr, peut-être il y a des rues où il y a des endroits où c'est pas conseillé de marcher toute seule à 4 heures du matin, comme peut arriver à Paris. Moi, j'ai vécu à Paris pendant 6 mois et moi, j'avoue, il y avait des rues qu'il fallait mieux pas y aller, quoi, toute seule. Donc, je pense que c'est une situation qui arrive dans tout le monde, dans tous les pays. Il faut, voilà, il y a des zones où peut-être c'est pas conseillé d'y aller, mais en manière générale, je pense que c'est un sujet qui a vraiment amélioré dans le pays et dans la ville, et c'est pour cela que il y a beaucoup de touristes et beaucoup de gens qui viennent découvrir, parce que de plus en plus ils se sentent bien, ils se sentent chez soi, ils voient qu'il y a une communauté d'étrangers, d'expatriés, etc. Donc je pense que c'est une dynamique mondiale qui est en train d'échanger. Ouais. Alors moi je suis d'accord avec toi. Après, moi j'ai justement cherché parce que quand je suis arrivé dans le pays, en fait, j'avais les avis un petit peu de tous les gens, enfin tous les Français en particulier de mon entourage, qui étaient un peu, qui étaient à s'affoler un petit peu pour moi. Et donc quand je suis arrivé ici, j'ai cherché un petit peu à voir réellement est-ce que je suis en sécurité ou pas. Et donc j'ai marché un petit peu tout seul la nuit dans différents endroits pour voir un petit peu si je me sentais ou pas en sécurité. Mais j'ai pas senti personnellement, j'ai pas senti. Moi, je suis un homme, du coup, peut-être que ça change un peu les perspectives des choses.
mais j'ai pas senti de plus que ça d'insécurité. Et je pense qu'effectivement, dans l'historique un peu de la ville de Medellín, il y a quand même, c'est la ville d'El Poblado. La ville de, pas d'El Poblado, pardon, de Pablo Escobar. Oui, Et donc, dans la tête des gens, c'est peut-être un peu ça. bien sûr. Pablo Escobar, c'est les années 80-90. Et donc, je pense que le pic de criminalité, c'est à peu près ça, les années 80-90. Et puis là où effectivement, je pense que ça devait être une ville vraiment dangereuse, même peut-être la plus dangereuse du monde au final. Et je pense que après il y a eu Pablo Escobar qui a disparu, et ensuite il y a quand même un maire de ce que j'ai regardé, il y a un maire qui a mis en 2004-2007, je crois, qui a commencé à mettre des choses en place, notamment le métrocable. En français, c'est Le le téléphérique, téléphérique. exact. Tu parles mieux français que moi. Ah, pas du tout. Le téléphérique, donc ils ont mis des téléphériques qui permettent de rejoindre un peu différents quartiers et qui permet aussi de pouvoir s'échapper un petit peu de la ville assez facilement, aller en montagne, etc. Donc ce qui est aussi un point assez agréable. Et puis qui a mis en place pas mal de choses sociales aussi, des bibliothèques, ce genre de choses-là, et qui a aussi mis en place davantage de police. Et je pense que du coup, ça c'est enfin, moi je connaissais pas avant, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup amélioré puisqu'aujourd'hui, moi, je me sens plutôt en sécurité. Alors après, c'est pas du 100%. Je pense que la comparaison que tu as fait avec Paris, c'est très bien. Je pense que comparer ça à Paris, c'est plutôt une bonne chose. Et moi, par exemple, je me suis déjà fait voler mon portefeuille à Paris. Je me suis déjà fait voler Ouais. mon ordinateur à Marseille, en France, Oh. mais jamais, enfin, pas ici du coup. Mhm. Donc Et ça voilà. fait combien de temps que t'es ici, Moi, d'ailleurs? ça fait un mois, grossièrement. Un que je suis mois. ici, ouais. Super. Non, c'est cool d'entendre, d'écouter ton expérience et savoir comment tu te sens, en fait, en sortant dans la nuit ou en marchant dans n'importe quel quartier. C'est cool de savoir. Ouais, je pense qu'après, en fait, l'image, l'image d'une ville, ça prend toujours beaucoup de temps à changer. Mhm. Oui. Et en particulier quand il y a des séries un petit peu, Bien la sûr. série de Narcos. Netflix, Voilà. ça aide pas du tout. Et Mais voilà, plus, ce qu'il y a, quoi. et en plus, la série qui a pas mal de succès, il me semble, la série Oui. Narcos, Oui. qui a été tournée, je pense, en partie à Medellín. Mhm. Et donc, ça aide pas à améliorer l'image de la sécurité au sein de la ville. Oui, même il y a beaucoup des gens locaux qui sont vraiment en contre de cette genre des séries parce que justement ça aide pas à changer l'image. Par exemple, focaliser un peu d'autres aspects dans la ville, dans le pays, comme les fleurs, comme les cafés, comme le cyclisme. Je sais pas si, bon, bien sûr, dans les Tours de France, bon, on a eu aussi beaucoup des participants colombiens. Donc voilà, il y a aussi d'autres sujets, la biodiversité, plein de choses dans lesquelles on pourrait se focaliser, mais bon. Il y a aussi côté entretenimiento, côté télé, etc. Donc bon, côté spectacle un peu c'est ça. qui plaît aux gens, quoi. Et c'est vrai qu'historiquement, il y a un peu la même chose aussi à New York, en fait. À New York, dans les années 70-80, c'est une ville assez dangereuse aussi. Donc, potentiellement aussi au même niveau que Medellín aux années 80-90. Et de la même façon, ça a pris beaucoup de temps euh, pour euh, pour améliorer l'image de la ville. Déjà, enfin, dans un premier temps, pour rendre plus sécure la ville, et avec différentes actions mises en place par le maire de New York à une certaine époque. Et ensuite, pareil, à New York, il y a aussi eu des films un peu qui n'ont pas aidé à l'image de New York. Et au final, aujourd'hui, c'est une ville qui est parmi les métropoles les plus sécures des États-Unis, même s'il y a des quartiers toujours qui sont pas toujours très bons, comme à peu près dans toute grosse ville. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à mon sens, ça prend du temps. Et en tant qu'investisseur immobilier, bah, c'est plutôt une bonne chose, en fait, parce que si vous allez à Medellín et que tu te rends compte que c'est pas aussi insécure qu'on le laisse croire, eh ben, c'est plutôt une bonne opportunité pour acheter le jour où ça sera considéré comme, avec une autre image de marque, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Bah, ça peut être une
une bonne chose pour le prix de l'immobilier. Mhm. Et puis, Bien voilà, sûr, quoi. tu m'as fait penser à quelque chose et c'est le quartier de la Comuna 13. Je sais pas si tu as déjà visité. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment un quartier qui a été touché par la violence il y a un moment. Mais actuellement, c'est un quartier qui a totalement été transformé, où les gens peuvent trouver de la danse dans la rue, les graffitis. Donc chaque graffiti dans le mur, c'est une histoire derrière. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de couleurs. Donc c'est vraiment un exemple de transformation dans la ville, comparé avec la violence et tout l'histoire triste qu'il y a eu. Mais voilà, actuellement, c'est un endroit super touristique. C'est un des tops pour aller visiter à Medellín. Donc voilà, je pense que c'est un exemple parfait des transformations culturelles dans le temps aussi. Exactement. Comme une adresse avec une très belle vue par ailleurs. Oui, Donc, les vues, c'est incroyable. Donc ouais, si jamais vous venez en Colombie, faut visiter la exactement. Comuna 13. Ça marche. Donc après, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi un peu sur quelqu'un qui veut venir investir en Colombie, comment ça se passe sur le plan pratique? Mhm. D'accord. Donc, je pense qu'on peut faire un petit tour rapide et des pas importants pour l'investissement dans le pays et dans la ville. Donc, dans un premier temps, moi, je conseille toujours, bien sûr, être guidé ou être accompagné par quelqu'un De confiance, pour non? être accompagné avec quelqu'un de confiance dans le monde immobilier, bien sûr, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui savent ou qui peut, voilà, accompagner dans la procédure. Ensuite, même avant, moi, c'est le conseil que je donne à mes clients toujours, et c'est même avant de trouver la propriété idéale pour investir ou pour vivre, c'est d'ouvrir un brokerage account, un compte de courtage. C'est actuellement on travaille avec différentes institutions, mais c'est un pas, un step qui peut prendre entre 2 et 5 semaines. Donc, je pense que c'est quelque chose à faire avec avance. Et c'est juste un pas important pour monétiser l'argent, pour envoyer l'argent de l'Europe ou des États-Unis vers la Colombie et avoir toute la documentation qui peut servir dans l'avenir pour un visa, par exemple, un visa investisseur. D'accord. Donc après, ça va être bien sûr la recherche des endroits potentiels par rapport au secteur. Donc si vous souhaitez dans les secteurs les plus typiques, donc Poblado, Laureles, ou si vous cherchez quelque chose pour votre famille, plus à la campagne, plus dans les calmes, donc peut-être Envigado ou Alto de las Palmas, etc. Donc je pense c'est faire la recherche, aller visiter des propriétés. Si vous êtes investisseur, donc faire des calculs des retours sur l'investissement, voir vraiment que la propriété peut servir pour les intérêts personnels et bien sûr d'investissement. Donc je pense, voilà, les pas à suivre, c'est faire la recherche de la propriété. Après avoir trouvé la propriété idéale, c'est de travailler ensemble, donc nous comme agents immobiliers, ou moi comme agent immobilier, avec un avocat de confiance qui peut faire l'étude des titres, qui peut vérifier que la propriété est clean, que la propriété est dans les meilleures conditions pour l'acquisition. Parce que Bien sûr. il y a un point de différence aussi un petit peu avec la France, c'est qu'en France, il y a le notaire qui fait un petit peu la transaction. Ici, c'est différent dans la mesure où il y a un notaire, mais le notaire vérifie pas forcément beaucoup de choses. Ça nécessite aussi d'avoir un avocat. Oui, ici le notaire bien sûr c'est quelqu'un de très important dans toute la transaction et bien sûr la propriété doit être enregistrée chez le notaire. Par contre, on va dire que lui ou elle
c'est vraiment à la fin de la transaction, d'accord, pour vérifier les documents, pour enregistrer la propriété au nom du nouveau propriétaire. Mais c'est vraiment l'avocat qui va faire l'étude de tous les documents, qui va faire l'accompagnement clair et net dans la procédure. Donc oui, c'est un peu différent qu'en France. Ça marche. Et alors après, en termes de coûts, justement, de transactions, parce qu'on a un notaire, on a un avocat, on a un agent immobilier, on a potentiellement des taxes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détaillant un petit peu Oui, bien sûr. Donc, il y a différents coûts à tenir en compte au moment de l'investissement immobilier en Colombie. Donc, bien sûr, un avocat, comme je viens de dire, c'est quelqu'un de très important pour faire l'étude des titres de la propriété. D'accord. Au moment de l'achat, quand vous avez déjà choisi votre propriété, etc., il y a quelques impôts gouvernementaux qui s'appellent gastos notariales. Donc, il y en a 4 ou 5 gastos notariales différents. Ça va dépendre du prix de la propriété. Donc voilà, il y a des taux à payer, des impôts pour le département, pour le gouvernement, pour les registres à votre nom de la propriété. Donc voilà, c'est 4 ou 5 différents qu'il faut tenir en compte. Aussi, donc est-ce que tu peux alors je sais que ça dépend du bien, mais est-ce que tu peux nous donner juste une fourchette pour qu'on ait une idée un petit peu une comparaison avec la France aussi. En France, par exemple, c'est à peu près 7 à 8% de frais de notaire qui englobe un petit peu l'ensemble. Oui, bien sûr. Donc, bien évidemment, comme tu viens de dire, ça va dépendre du prix de la propriété, de la localisation, des différents facteurs. Mais un investisseur ou quelqu'un qui veut acheter un bien en Colombie peut envisager entre 1,8% et 2% du total pour les frais en plus. Ça marche. Donc 1,8-2%. Après, il y a les frais d'agent immobilier qui sont à peu près de 3,6, il me semble, avec la taxe, la TVA. C'est 3% et la commission pour l'agent immobilier et la TVA, c'est 19% sur les 3%. Ouais, donc ce qui fait à peu près 3,6% du coup. Ouais. Et donc après, et les frais d'avocat qui sont de l'ordre d'un pourcent, il me semble aussi. Après, ça dépend des avocats. En fait, il n'y a pas de tarif réglementé. Voilà, ça dépend des avocats, mais je l'ai pris en COP. Genre, en COP, c'est pas grave. Hein. Ouais. On mettra pas une traduction, mais une correspondance. Ouais. Donc, oui, bien sûr, il faut un avocat dans la transaction, dans toute la procédure. Les frais de l'avocat, bien sûr, va dépendre de chaque personne, mais à peu près pour faire l'étude des titres et pour faire la promesse des ventes qui va avoir tous les termes et conditions pour la négociation, ça peut être entre 4,5 millions et 5 millions de pesos colombianos. Ça marche. Ok, très bien. Et donc après, en termes de déroulé, il y a aussi une sorte de promesse de vente qui s'appelle promesse de vente d'ailleurs. Oui, c'est ça. Promesse de vente. Et ensuite, il y a l'achat final. C'est ça. Entre les deux, il se passe combien de temps Ça dépend vraiment de chaque cas. Si l'acheteur est prêt à l'argent déjà dans le pays, a fait déjà la monétisation, si le vendeur est aussi prêt pour donner la propriété, qu'il n'a pas besoin de 2-3 semaines pour sortir ses affaires, etc. Genre, on va dire que dans les cas où chaque pas est prêt pour la négociation, ça peut aller très vite, même dans 2 semaines. D'accord. C'est pas comme la France qui prend 3 mois ou plus. Grossièrement, ça peut ça. Ouais. Et ça peut être vraiment rapide. Mais bien sûr, comme je viens de dire, ça va dépendre de chaque part. Par exemple, on a déjà eu quelques investisseurs qui ont besoin de 2-3 semaines pour avoir l'argent complet.
pour la transaction. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'ici il faut tenir en compte que la négociation en Colombie est bien flexible. Normalement, les accords peuvent s'arranger par rapport aux besoins de chaque part. Donc voilà. Mais dans la façon où la négociation la plus rapide, oui, 2 semaines, c'est un bon timing. Ça marche pas. Ok. Et après, on peut, de la même façon qu'en France, investir en personne physique, investir en société. Après, Oui. ça va dépendre de chaque cas de figure de chaque personne, je pense. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire Et juste pour ajouter un petit point, Armand, de ce que tu viens de dire. Donc, bien sûr, c'est possible d'investir en tant que personne physique ou société. Par contre, on conseille toujours si vous souhaitez investir avec une société, il faut que ça soit au moins 2, 3, 4 ou plus propriétés pour investir. Parce que bien sûr, si vous avez une société, il faut tenir en compte des frais des comptabilités, des frais de la société même. Donc, ça vaut pas la peine d'acheter une propriété en tant que société et payer tous les coûts de la société plus les coûts de l'appartement qu'en personne physique tout à fait. d'une seule propriété. Donc là, je pense que c'est vraiment un cas à étudier. Voilà, par rapport à l'investissement. Si vous êtes une société qui est vous voulez faire un marché immobilier des 5 ou 6 propriétés, bien sûr, une société c'est la meilleure option. Mais juste pour une seule propriété, on ne conseille pas de faire un investissement en tant que société. Je pense que dans tous les cas de figure, ça faut étudier chaque cas et chaque personne. Bien sûr. Ok, ça marche. Et donc après, donc on a parlé de la fiscalité, on a parlé un petit peu on n'a pas parlé de fiscalité, mais ça dépend de chaque personne. Je pense qu'on fera, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, ou alors chaque personne doit voir, parce que après, si vous êtes belge ou si vous êtes français, ça se passe pas forcément de la même manière. Après, donc, on a parlé un petit peu du process d'acquisition. Une autre chose qui est importante, c'est quels sont les coûts au fur et à mesure de la vie du logement, sur la gestion locative, par exemple, sur la taxe foncière, sur ce genre de choses-là. Bien sûr. Donc, en Colombie, nous avons aussi la taxe foncière, comme en France. Ici, ça s'appelle el impuesto predial. C'est un impôt qui se paye à l'année ou qui peut être divisé dans 3 ou 4 parties dans l'année. Bien sûr, c'est mieux de le payer juste une fois dans l'année parce que ça devient moins cher. Il y a aussi les frais d'administration. Donc, ça va dépendre de chaque bâtiment. D'accord? Par exemple, un bâtiment qui a des services en plus comme piscine, hammam, sauna, gym, aura un taux ou un pourcentage majeur d'administration par mois. Ça, c'est quelque chose qui se paye chaque mois. Alors, est-ce que là, tu veux parler des frais de copropriété, ou c'est un truc à part en plus? Non, c'est les frais de copropriété. Les frais de copropriété. C'est oui. Ici, on appelle l'administration. Donc voilà, c'est les frais de copropriété. Par exemple, un bâtiment où il n'y a pas de sécurité 24 heures sur 24, que c'est vraiment chaque personne a la clé pour rentrer, etc. Les frais de copropriété, il va être plus bas que dans un bâtiment où il y a la sécurité 24 heures, il y a des services en plus. Donc voilà, je pense que l'administration, genre les frais de copropriété, et la taxe foncière, c'est les coûts à tenir en compte, on va dire les plus importants. Bien sûr, au moment de la location, par exemple, il y aura d'autres frais comme les EPM. EPM, c'est les services publics en Colombie. Donc, ça comprend l'électricité, l'eau, l'internet. Voilà, il y a des coûts de maintenance et il peut avoir, par exemple, si vous utilisez une entreprise, une agence pour la gestion immobilière, il y aura aussi les coûts là à tenir en compte. Donc, ça va dépendre aussi de chaque cas, mais en général et pour tout le monde, taxe foncière et copropriété. Tout à fait. Alors après, on peut pas donner le chiffre général. Après, on donnera des exemples, mais
Mais globalement, la taxe foncière, c'est quand même moins cher qu'en France, de façon générale, de ce que j'ai pu voir. Oui. Les frais de copropriété, ça dépend, c'est assez variable. Après, sur la gestion immobilière, la gestion immobilière, c'est un pourcentage du coup qui est appliqué, non? Oui, donc nous, par exemple, dans l'agence, donc on travaille avec l'achat et vente des propriétés, mais on a aussi les services de gestion immobilière, de property management, et on travaille par rapport à la propriété. Si c'est une propriété des courtes durées, donc daily rental, ou des locations mensuelles, monthly rental. Donc les pourcentages, ils vont varier. Donc ça peut être entre 15% et 18%. Ça dépend de chaque propriété. Donc il faut voir chaque cas particulier, mais c'est là les pourcentages approximatifs. Alors, je m'étais jamais aperçu qu'à Medellin, il y avait beaucoup de vent. Mais là, du coup, c'est vrai qu'on est Oui. on est au 13e étage d'un immeuble, du coup, il y a un petit peu de vent, mais Je pense qu'il y a la pluie qui arrive aussi. Donc c'est possible, ouais. c'est Ouais, pour ça. tout à fait. Ce qui, à mon sens, a un avantage, parce que je trouve, si on reprend juste la météo, une petite parenthèse, la météo est très agréable à mon sens par rapport à la température et par rapport au soleil, mais il y a aussi de la pluie, ce qui fait la végétation que l'on a. Mhm. Et la pluie, c'est vrai. Enfin moi, en tout cas, moi j'ai passé ici, j'ai jamais vu une journée complète de pluie quoi. Donc j'ai vu au moins une demi-journée où il y a du soleil, une demi-journée où il pleut quoi. Et donc bon, c'est une petite parenthèse, mais Oui, ça me fait penser à Cusco, au Pérou. C'est vraiment, c'est une ville similaire, on va dire. C'est dans une cuvette, vallée, une cuvette ouais. comme Medellin. Et pareil, genre, il pleut, mais c'est pas pour toute la Ouais, journée. C'est vraiment soleil, pluie, soleil, pluie. C'est vraiment ça variable. marche. Ouais, ça marche. Et donc après, par rapport au coût, pour rester un petit peu sur les coûts du logement, est-ce que tu peux nous dire aussi approximativement, je sais que ça va pas être évident non plus, mais les coûts les coûts globalement qu'on peut avoir pour faire réparer différentes choses, repeindre par exemple un logement, ce genre de choses-là, est-ce que peut-être une fourchette estimative? D'accord. Donc, bien sûr, chaque réparation ou chaque coût va dépendre du technicien, va dépendre de la qualité des matériaux, va dépendre de beaucoup de choses. Mais pour, on va dire, des réparations d'électricité, d'eau, des tuyauteries, on va dire, chaque service peut être entre 100,000, 150,000 pesos colombianos jusqu'à 300,000 pesos colombianos. Donc, c'est vraiment pas cher. Bon, du coup, on s'est remis à l'intérieur parce qu'il y avait il y avait un peu de vent et au 13e étage, au sommet de Medellin, quelque part, on a, ça souffle un petit peu, enfin, dès que ça souffle pas mal, quoi. Oui, Et, dans un voilà. joli penthouse qu'on pourra voir tout à l'heure plus en Exactement. détail. Tout à fait, ouais. Et donc pour revenir à notre sujet, donc on a vu un petit peu tout ça. Il y a un autre sujet qui peut être intéressant, c'est la réglementation. La réglementation, moi je vois deux aspects. Il y a l'aspect de la réglementation qu'on peut avoir en France, par exemple. On a un processus réglementaire un peu qu'on a à faire pour la mise en location ou pour la mise en vente. Est-ce que par exemple en Colombie, Medellin, il y a ce genre de choses-là? Pardon, pour la mise en vente. Oui, exactement. Alors, je pense que justement, Là, tu m'as surpris. justement, il y en a pas ici, mais en fait, en France, du coup, on a ce genre de choses-là, des diagnostics électriques, Oui, diagnostics isolation, ce genre de choses-là. ouais, je vois. Donc, normalement, c'est pas obligatoire en Colombie pour la vente d'un bien immobilier d'avoir un document technique d'un ingénieur qui regarde l'eau, l'électricité ou les structures physiques. C'est quelque chose qui est, voilà, c'est pas obligatoire. Par contre, si l'acheteur souhaite avoir tel document, il peut bien sûr le payer et l'avoir. Mais c'est vrai que en comparé avec la France, c'est pas de quelque chose obligatoire pour nous. La France où le vendeur a l'obligation de payer, Bien là, sûr. c'est l'acheteur qui peut éventuellement payer pour le rassurer si, s'il a envie de payer, s'il a envie de payer et d'être rassuré par rapport à ça, quoi. C'est ça.
Et après, il y a un autre aspect de la réglementation qui peut être intéressant. C'est la réglementation Airbnb si on va faire la location courte durée. Est-ce que on peut le faire ici à Medellín? Oui, donc il n'y a pas de problème pour soumettre une propriété en Airbnb. Par contre, si c'est des courtes durées, donc actuellement le gouvernement demande un RNT, un registre national du tourisme. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement en ligne, mais bien sûr c'est quelque chose d'obligatoire. Parce que si votre propriété est de courte durée et que vous n'avez pas cette registre, c'est un numéro en fait, le gouvernement ou les entités qui font le suivi des locations à courte durée peuvent simplement dire vous ne pouvez pas continuer à louer votre propriété. Donc ça en courte durée. En longue durée, il n'y a pas un document ou quelque chose spécifique que le gouvernement demande. Il faut juste regarder les Reglamento de propiedad horizontal. Donc, c'est un document qui parle de toute la réglementation du bâtiment. Et normalement, si c'est des 30 jours, si c'est mensuel, vous pouvez juste louer la propriété en Airbnb sans aucun problème. Donc, c'est vraiment dans les courtes durées où il faut faire attention et il faut avoir cet registre qui exige le gouvernement. Ce registre est facile à obtenir, du coup? Oui, oui. C'est dans une plateforme, un site web du gouvernement. Ils vont juste vous demander quelques détails de la propriété, quantité de chambres, mètres carrés, l'objectif avec la location, d'autres détails. Et voilà, c'est vraiment c'est quelque chose de simple. Et après, il y a un autre aspect dans lequel il faut faire attention quand même avant d'acheter un logement pour faire ce genre de choses-là, c'est la copropriété peut-être? Oui, bien sûr. Donc, dès le début, on doit bien regarder l'objectif de l'acheteur. Donc, si c'est une propriété pour investissement ou si c'est résidentiel. Mais un des documents qui regarde aussi l'avocat dans la procédure, c'est la réglementation du bâtiment qui va bien montrer que la propriété est viable pour la mettre en location. Donc c'est vraiment ça dépend de l'objectif de chaque personne, mais bien sûr dans la procédure on doit regarder pour vérifier que tout est correct. Ça marchera. Ok, très bien. Ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Après, il reste un aspect. Est-ce que ici en Colombie, on peut acheter à crédit? Pas de bonnes nouvelles. Donc non, malheureusement, ce n'est pas possible, pour pas dire impossible. Vraiment, en Colombie, donc les institutions financières, les banques, ils vont vous demander un historique créditis dans le pays ou être marié ou être national, avoir la nationalité colombienne pour accéder à un financement ou un prêt, etc. Merci Juliana de toutes ces informations-là. Donc maintenant, on va aller faire la visite de ce penthouse là justement. Voilà, histoire de donner un petit peu aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, pour quel prix et quel niveau de qualité et tout ça. Bien sûr. De rien. Donc, avec plaisir. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous souhaitez en savoir plus par rapport au marché immobilier, donc nous contacter de manière directe. Voilà, on mettra en lien de contact du coup pour pouvoir contacter Juliana directement. Et puis voilà. Donc, bien sûr. Donc, on y va pour la visite? On y va. Allez. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé ou au contraire les choses dont vous auriez aimé que j'améliore ou que j'approfondisse. C'est vraiment important pour moi de façon à ce que je puisse m'améliorer, que je puisse vous délivrer un maximum de valeur ajoutée par la suite. N'hésitez pas aussi à partager, liker et à vous abonner à la chaîne de façon à voir les dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt.